Le mari qu'elle a enterré est revenu avec un secret. Les histoires de Plovdiv. Avant que vous ne regardiez cette histoire, dites-moi, les fantômes existent-ils? Ils étaient l'envie et le mystère du village. Mariés depuis plus de 10 ans, sans enfants, mais absolument inséparables. Paysans travailleurs, Yoka et Sika partageaient tout. Les journées brûlantes dans les champs, les repas du soir dans leur modeste maison et la douleur de prière sans réponse. Certains admiraient leur lien, d'autres ricanaient et murmuraient dans leur dos « Comment l'amour peut-il survivre sans enfants ?» Mais Yoka riait et répondait « Les enfants sont une bénédiction, mais ma femme, c'est ma vie. » Alors que l'espoir s'éteignait, ils se tournèrent vers un féticheur. Le verdict fut cruel. Sika était stérile. La seule issue, selon le féticheur, était que Yoka prenne une autre épouse. Mais il lui prit la main, lui sourit doucement et dit « Si je dois te perdre pour avoir un enfant, alors je choisis le vide. » Puis vint ce jour funeste. Yoka était parti seul au champ. Sur le chemin du retour, le ciel s'assombrit et le tonnerre gronda comme des tambours ancestraux. Alors qu'il courait sur le sentier forestier, un vieux grand arbre, affaibli par la tempête, se brisa et s'écrasa sur lui. La forêt étouffa son dernier souffle. Lorsqu'il ne rentra pas ce soir-là, Sika ne s'inquiéta pas. Elle pensa qu'il avait trouvé refuge dans la cabane du champ. Mais juste après minuit, elle entendit frapper à la porte. « Ma femme !» l'appela-t-il. « J'ai froid, laisse-moi entrer », dit-il doucement. Elle ouvrit la porte et le vit. Trempé, grelottant, sa peau glaciale au toucher. « Ah, tu es gelé !» s'exclama-t-elle en le serrant contre elle. Mais il ne la serra pas en retour. Il dit simplement « Je suis fatigué, il a beaucoup plu. » Le matin suivant, l'air autour de la maison de Yoka et Sika était anormalement lourd. Yoka était assis tranquillement à l'extérieur. Des larmes coulaient lentement sur ses joues. Il semblait brisé, comme s'il portait un chagrin que nul vivant ne pouvait soulever. Toujours bouleversée par la nuit passée, Sika s'agenouilla à ses côtés. « Ah, Yoka, pourquoi pleures-tu » murmura-t-elle. Il ne répondit pas. Son regard restait figé au sol, comme si elle contenait une vérité qu'il ne pouvait formuler. Puis, un bruit lointain retentit. Des voix paniquées, des pas pressés, une urgence empreinte de peur. Un chasseur et 2 hommes approchaient, leurs cris se faisant plus forts. Yoka tourna lentement la tête vers le bruit. Ses yeux s'assombrirent. Non pas de peur, mais de compréhension. Il regarda une dernière fois sa femme et murmura « Ma femme, j'arrive ». Il se leva, entra dans la maison et quelques instants plus tard, sortit silencieusement par l'arrière. À peine 1 minute plus tard, le chasseur et ses compagnons déboulèrent dans la cour, essoufflés. « Ah, Yoka est mort !» cria le chasseur. « Je l'ai trouvé dans la forêt. Un arbre lui est tombé dessus. Son corps est encore là-bas. » Sika se figea. « Ce n'est pas possible !» s'écria-t-elle. « Il était là, à l'instant. Il vient à peine de rentrer dans la chambre. » Un autre homme, visiblement bouleversé, ajouta « Je l'ai vu aussi. Il est passé derrière la maison. » Les villageois, confus et effrayés, décidèrent de suivre le chasseur. Ils empruntèrent le sentier boueux jusqu'à la cacaoyère, le cœur battant d'angoisse. Et là, sous l'arbre massif tombé durant la tempête, gisait le corps sans vie de Yoka, écrasé, tordu, immobile. Des halètements remplirent la forêt. Les yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. Certains pleuraient, d'autres se signant, murmurant des prières. Sika s'effondra à genoux près de lui. Ses doigts tremblaient alors qu'elle touchait sa peau glacée. Son cœur se brisa dans le silence. Depuis le début, l'homme à côté duquel elle avait dormi, l'homme qui avait pleuré ce matin-là, était déjà mort. L'homme qu'elle avait embrassé était déjà mort. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les enfants furent gardés à l'intérieur, les anciens se rassemblèrent en silence, et les plus courageux se tinrent devant la porte de Sika, trop effrayée pour parler. Elle refusait de manger, ses lèvres à peine animées. Le chagrin la déchirait comme le vent déchire un tissu usé. Des femmes restèrent auprès d'elle. Certaines pleuraient, d'autres se contentaient de lui tenir la main. Mais aucune parole ne pouvait effacer la vérité. Elle avait embrassé un fantôme, partagé son lit avec un mort, et dit adieu à son mari bien après son dernier souffle. Les villageois parlaient encore de cette nuit. Ils disaient que le véritable amour est puissant. Les anciens disaient que c'était une abomination qu'une âme vivante ait dormi aux côtés de l'esprit d'un défunt. Ils croyaient que les mondes des vivants et des morts s'étaient croisés et qu'une telle rupture pouvait inviter le chaos, si elle n'était pas purifiée. Des feux rituels furent allumés. Des rites de purification furent accomplis, à la fois pour Sika et pour le corps de Yoka.
Finalement, il fut enterré avec solennité. Mais son esprit, lui, ne trouva pas le repos. Loin de son village, l'esprit de Yoka erra jusqu'à un village reculé près de Mongo, un lieu où aucun membre de sa famille n'avait jamais mis les pieds. Là-bas, Yoka prit une nouvelle forme. Il se fit passer pour un étranger amnésique. Mais avec le temps, il devint un guérisseur. Il touchait les malades et il se relevait. Il lisait les lignes de la main avec une précision troublante, décrivant le passé et l'avenir comme s'il feuilletait un livre familier. Son nom se répandit, non plus comme Yoka le paysan, mais comme Yoka le guérisseur. Mais derrière tout cela, personne ne savait qu'il n'était pas tout à fait humain. Personne ne savait qu'il était le fantôme inquiet d'un homme mort, errant désormais parmi les vivants, portant un esprit en lui. Un soir, alors que le crépuscule tombait sur le village, Yoka croisa un fermier qui rentrait de son champ. Ekoko, un homme bien connu et envié, dont les récoltes prospéraient toujours, même lorsque celles des autres échouaient. Yoka s'arrêta au bord du chemin. « Ekoko » appela-t-il. « Tu dois arrêter. » Le fermier s'arrêta, surpris. « Arrêter quoi ?»« D'utiliser le charme que tu as enterré sous ton 3e cacaoyer. Les esprits sont en colère. Tu nourris ta terre avec des esprits volés à chaque saison. Les champs de tes voisins se dessèchent pendant que les tiens fleurissent. Cela ne sera plus toléré. » Le cœur d'Ekoko rata un battement. Personne n'était censé savoir. Il avait payé, des années plus tôt, un puissant féticheur pour ensorceler sa ferme afin que ses récoltes soient toujours les plus abondantes. Mais cela avait un prix. Les terres des autres souffraient et la maladie s'insinuait lentement dans les sols alentours. « Comment oses-tu m'accuser » s'écria Ekoko. « Qui t'a raconté ces absurdités? Tu n'es qu'un guérisseur !»« Je suis bien plus que cela » répondit calmement Yoka. « Et la forêt voit ce que les hommes cachent. » Ekoko se rendit immédiatement chez le chef du village, furieux et tremblant. « Cet étranger, ce soi-disant guérisseur, m'accuse de sorcellerie. Je n'ai rien fait. Il doit venir prouver ses paroles devant les anciens ou quitter le village. » Le chef, intrigué mais prudent, accepta. Un messager fut envoyé à Yoka, l'invitant à comparaître devant le conseil au lever du soleil pour défendre ses paroles et révéler les forces qui guidèrent sa langue. Au palais du chef, l'atmosphère était tendue. Les villageois s'étaient rassemblés, murmurant, observant. Yoka se tenait droit devant le conseil. Ekoko, assis de côté, les bras croisés, affichait un air d'indignation vertueuse. « Yoka, » dit le chef d'un ton grave, « tu as accusé un fermier respecté de sabotage spirituel. C'est une affaire grave. Et pourtant, tu viens ici sans preuve tangible. Qu'as-tu pour appuyer tes dires ?» Yoka se redressa, ses yeux calmes mais perçants. « Je n'ai rien à prouver, chef. Les esprits ont déjà parlé. » Mais le chef n'était pas impressionné. « Alors, c'est une diffamation, » déclara-t-il. « Et dans ce palais, il y a des conséquences. Tu paieras 3 moutons, 3 volailles et une amende de 100 francs pour compenser Ekoko. » Sans protester, Yoka s'inclina, tourna les talons et en moins de 3 jours, il s'acquitta de la sentence. Les gens murmuraient, certains se moquaient, d'autres observaient en silence. Mais une semaine plus tard, au cœur de la nuit, Yoka revint à la ferme d'Ekoko. Il trouva le charme caché enterré sous le 3e cacaoyer, exactement là où il l'avait dit. Avec une prière silencieuse et une poignée de feuilles sacrées, Yoka le retira, puis disparut. Quelques jours plus tard, les récoltes d'Ekoko commencèrent à dépérir. D'abord le manioc, puis les lianes d'igname se desséchèrent comme des cordes usées, et la terre autrefois fertile se fissura, se réduisant en poussière sous les pas. La pluie tomba, mais sa terre refusait de la boire. Pendant ce temps, les fermes voisines, celles qui avaient lutté pendant des années, explosèrent soudainement de vie verte. La transformation était indéniable. Désemparé et confus, Ekoko retourna à l'endroit où il avait enterré le charme, mais le sol était vide. La panique s'empara de lui. Il se souvint de l'avertissement de Yoka. La honte remplaça l'orgueil. Tête baissée, les jambes tremblantes, il se rendit chez Yoka pendant la nuit. « J'avais tort », murmura-t-il à peine audible. « Pardonne-moi. Je ne l'ai pas fait par pur égoïsme, mais pour empêcher les autres de me surpasser. J'ai empoisonné leur croissance pour faire fleurir la mienne. » La voix de Yoka resta calme et ferme. « Ta confession ne m'appartient pas. Va voir les anciens, dis-leur ce que tu viens de me dire. » Le lendemain matin, dans un palais rempli de silence abasourdi, Ekoko confessa tout. Comment il avait utilisé des charmes pour étouffer les fermes voisines et monopoliser la récolte. Certains anciens poussèrent des exclamations, d'autres secouèrent la tête, incrédules.
mais la vérité était là. À partir de ce jour, l'équilibre revint dans les terres agricoles. Chaque cultivateur récolta avec joie, sachant que son labeur porterait enfin ses fruits. La malédiction était rompue. Dès lors, dans le village et même dans les communautés voisines, on commença à chuchoter le nom de Yoka avec respect, l'appelant l'homme de l'invisible. Les anciens s'inclinaient avec respect, et les malades faisaient la queue devant sa porte, offrant des plats, des herbes, des œufs. Un matin paisible, il croisa une jeune femme qui se rendait à la rivière pour chercher de l'eau. Son visage était fatigué, ses pas lourds. Yoka l'observa attentivement et l'appela doucement. « Goya !» Surprise, elle se retourna. « Oui, monsieur ? Tu désires désespérément un enfant, n'est-ce pas ?» Ses yeux s'écarquillèrent. « Comment savez-vous cela ?»« Je vois ce que les autres ne voient pas, » répondit doucement Yoka. « Quand tu arriveras à la rivière et que tu rempliras ton pot, 2 poissons dorés y sauteront. Ne les jette pas. Ramène-les à la maison, cuisine-les bien et mange-les avec ton mari. Vous 2 seulement. Ce repas mettra fin à votre stérilité. » Les larmes montèrent aux yeux de Goya. « Vous êtes sérieux ?» Il lui sourit. « Très sérieux. » Et lorsque Goya plongea son pot dans la rivière, 2 petits poissons dorés y bondirent. Elle poussa un cri de surprise, mais se souvint des instructions. Elle les ramena chez elle, les prépara avec soin, et ce soir-là, partagea le repas avec son mari, dans le silence et la révérence. 1 mois plus tard, son corps commença à changer. Au 2e mois, la sage-femme du village confirma la nouvelle. Elle était enceinte. L'histoire se répandit rapidement. Son mari, rayonnant de joie, raconta à leurs voisins le récit de cet étrange homme qui avait vu ce qu'aucun guérisseur, aucun féticheur n'avait pu prédire. Un après-midi, alors qu'il était assis derrière son sanctuaire, un pauvre paysan s'approcha, portant un sac rempli d'ignames et de 3 petites aubergines africaines. « C'est tout ce que j'ai, Yoka, » dit-il en s'inclinant profondément. « Mais je voulais te remercier. Tu as aidé ce village d'une manière que nous ne pourrons jamais rembourser. » Yoka accepta le modeste cadeau avec un sourire chaleureux. Il regarda profondément dans les yeux de l'homme. « Dans 1 mois, ta pauvreté se transformera en richesse. » Le paysan rit nerveusement. « Je n'ai même pas de bonnes chaussures. La terre que je laboure, je l'ai louée. J'ai juste donné ce que je pouvais parce que je crois que tu es un envoyé. »« Je ne parle pas pour impressionner, » répondit calmement Yoka. « Attends et vois. » Exactement 1 mois plus tard, le paysan labourant la terre, plantant le maïs, ses doigts heurtèrent quelque chose de dur. Il creusa plus profondément et, à sa grande stupeur, il mit au jour un vieux pot en argile, scellé avec un couvercle épais. Les mains tremblantes, il l'ouvrit. À l'intérieur, des pièces d'or, anciennes, mais brillant d'une richesse éclatante et incontestable. Le pauvre homme tomba à genoux, en larmes. Ce jour-là, il rentra chez lui avec plus que de l'or. 9 mois après, la femme que Yoka avait rencontrée au bord du ruisseau donna naissance à de magnifiques jumeaux, comme il l'avait prédit. Le village entier se réjouit. Les pleurs des nouveau-nés emplirent l'air d'une joie profonde, celle que la famille attendait depuis des années. En hommage et reconnaissance, les parents nommèrent les enfants d'après l'homme, qui avait mis fin à leur stérilité, Yokami et Yokadi. 3 mois plus tard, Yoka marchait dans le village lorsqu'il aperçut une femme folle, errant pieds nus, marmonnant pour elle-même. Depuis des années, elle rôdait ainsi, ignorée, rejetée par tous. Personne ne savait d'où elle venait, et personne n'osait poser la question. Yoka s'arrêta, ses yeux se fixant sur elle. Il y avait quelque chose derrière sa folie, quelque chose que son esprit pouvait voir. Sans hésiter, il s'approcha doucement d'elle et dit « Viens avec moi ». Elle grogna, mais Yoka toucha son front, murmura une incantation et elle se calma immédiatement. Il la ramena chez lui, la lava, la nourrit et commença à la soigner avec des herbes sacrées, des chants et le silence. En quelques jours, le village assista avec stupeur au retour de l'esprit de la femme. Ses yeux s'éclaircirent et la folie disparut, comme de la fumée dans le vent de l'harmattan. Les villageois étaient bouleversés. Bien que la femme ne se rappelât rien, ni son passé, ni son nom, ni sa famille, Yoka choisit de l'épouser. « Elle est pure », déclara-t-il. Son esprit s'était égaré, mais jamais brisé. Le village accepta l'union. Qui aurait pu contester la décision ? 6 ans plus tard, leur mariage porta ses fruits. Des jumeaux, un garçon nommé Banza et une fille nommée Moka. Pendant un temps, leur foyer fut un sanctuaire de joie. Le rire revint dans sa cour, son sanctuaire débordait de cadeaux et de témoignages.
Mais comme souvent, la joie croisa le chemin du chagrin. Quelques années après avoir donné naissance, sa femme tomba malade. Aucune herbe, aucun champ, aucun esprit ne put la sauver. Elle s'éteignit doucement, un matin à l'aube, la main dans celle de Yoka. Sa mort fut pleurée jusqu'aux régions voisines. Yoka se retrouva seul, avec 2 enfants. Il les éleva avec sagesse, leur enseignant le pouvoir des mots et de la bonté. 3 années passèrent. Désormais, le nom de Yoka s'était répandu bien au-delà. Des gens parcouraient de longues distances. Dans son village natal, une femme mourante luttait pour respirer. Sa famille désespérée avait tout essayé. Rien ne fonctionnait. Par le hasard du destin, un voyageur venu du village de Mongo, où Yoka opérait des guérisons, se trouvait là. Il entendit les pleurs de la famille et demanda « Pourquoi souffrez-vous ainsi ? Je connais une personne qui peut vous aider. »« Que veux-tu dire ?» répondirent-ils. « Il y a un guérisseur dans le village d'où je viens. Il s'appelle Yoka. Il guérit ce que nul ne peut. Même la folie s'incline devant lui. »« Eh, quoi ?» murmura un ancien. « Ce nom me dit quelque chose. Nous avions un homme ici, un homme bon, il y a longtemps. Mais il est mort. » La curiosité, la confusion et la crainte entourèrent la famille. N'ayant plus d'option, ils décidèrent de faire le voyage. Malgré sa renommée, Yoka portait une peur silencieuse cachée dans les profondeurs de son esprit. Ce n'était pas la mort qu'il craignait, il l'avait déjà frôlée. C'était la reconnaissance. Le visage d'un frère, d'un cousin, ou pire, Sika. Un matin, assis en silence devant son sanctuaire, il le sentit. Un vent invisible effleura ses épaules. Pas un vent de la terre, un vent du destin. Il ferma les yeux et les vit. Des visages, des voyageurs en marche, la maladie, une femme mourante. « Ouh non !» murmura-t-il au vent. « Pas encore. » Ce soir-là, il appela ses jumeaux, Banza et Moka, à venir s'asseoir près de lui. « Mes enfants, » commença-t-il d'une voix calme mais basse, « je dois partir pour un voyage. Un long voyage. Si long que même moi, je ne sais quand je reviendrai. » Ils le regardèrent, déconcertés. « Mais papa, on peut venir avec toi ?» dit la petite Moka, la voix tremblante. Il sourit, effleura sa joue. « Non, mon ange, ce chemin, je dois le parcourir seul. Mais j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. » Le lendemain, Yoka les prépara. Nourriture, vêtements, instructions. Ils voyagèrent avec lui, silencieux, depuis les abords de leur village Mongo jusqu'à la gare routière et montèrent ensemble dans un véhicule. Durant tout le trajet, il parla peu, se contentant de tenir leurs mains comme pour graver leur chaleur dans sa mémoire. À mi-chemin, il descendit du car avant le terminus final. Il les guida à travers la gare animée, évitant tous les regards. « Vous voyez ce car là-bas » chuchota-t-il. « C'est celui que vous devez prendre. Quand vous arriverez, demandez une femme nommée Sika. Dites-lui que votre père vous envoie. Dites-lui qu'il a dit « Vous êtes ses enfants » et qu'elle ne doit plus jamais pleurer pour lui. Qu'il va bien là où il est, le vent est doux et la terre est légère. « Papa, quand reviendras-tu nous chercher ?» demanda Banza, les larmes au bord des yeux. « Quand la lune touchera la rivière, » répondit Yoka doucement, « levez les yeux, je serai toujours là. » D'un dernier embrassement, il les serra fort, regarda le car s'éloigner, ses enfants lui faisant signe depuis la vitre. Il se retourna simplement, marchant et disparut. 20 minutes plus tard, le car entra dans le village. Les jumeaux, fatigués mais courageux, descendirent et demandèrent à la première personne qu'ils croisèrent. « S'il vous plaît, où habite Sika ?» La femme, intriguée, répondit. La veuve, elle vit juste là, près du vieux cacaoyer. Ils marchèrent droit vers la cour, frappèrent doucement à la porte. Sika ouvrit lentement. Elle n'avait reçu aucune visite depuis des semaines. Ses yeux plissés observèrent les 2 enfants. « S'il vous plaît, » dit la petite Moka. « Êtes-vous Sika ?»« Oui, ma chérie, » répondit-elle, incertaine. « Notre père nous a dit de venir vivre avec vous, » ajouta Banza. Sika cligna des yeux. « Votre père ?»« Oui. Il a dit que nous sommes aussi vos enfants. Il a dit que vous ne devez plus pleurer. Il va bien. » Le cœur de Sika manqua un battement. Ses doigts tremblèrent. « Comment s'appelle votre père ?» Les enfants répondirent à l'unisson sans hésitation. « Notre père s'appelle Yoka. » Les jambes de Sika cédèrent sous elle. Elle s'effondra sur un tabouret, la main couvrant sa bouche, tandis que les larmes inondaient ses yeux. « Yoka » murmura-t-elle. « Non, non, ce n'est pas possible. » Mais en observant de plus près leur visage, elle vit,
la douceur familière dans leurs regards, la fierté calme de leurs sourcils, le sourire. Ce sourire qui, autrefois, avait fait fondre son cœur. Soudain, tout prit sens. Et, dans le même souffle, plus rien n'avait de sens. Pendant ce temps, dans le village de Monga, la famille de la femme mourante attendait, le cœur suspendu entre foi et désespoir. Ils avaient voyagé loin, croyant que le guérisseur des merveilles poserait ses mains sur elle et la ramènerait du bord de la mort. Mais Yoka ne revint jamais. La nuit tomba. Toujours aucun signe de lui. Ils veillèrent devant sa cour, allumant un feu, espérant qu'il surgirait silencieusement. À l'aube, une femme s'approcha, portant une calebasse enveloppée dans un linge blanc. Sa présence était étrange, calme, trop calme. Elle s'avança directement vers la famille et parla d'une voix basse mais assurée. « Yoka m'a dit de donner ceci à la femme. Elle doit le boire avant que le soleil ne se couche entièrement. Il arrive bientôt. » Sans attendre de questions, elle tendit la calebasse, puis se détourna et disparut aussi discrètement qu'elle était venue. La famille, accrochée à la foi comme à un fil, fit boire la concoction à la femme malade. Quelques heures plus tard, les frissons cessèrent. Sa respiration se calma, ses yeux s'éclaircirent. Elle s'assit, forte, lucide, guérie. Ils éclatèrent de joie. Mais lorsqu'ils se retournèrent pour remercier la femme, elle avait disparu. Aucune trace, comme si elle n'avait jamais existé. Ils restèrent là, attendant le retour de Yoka. Le matin devint après-midi, l'après-midi glissa vers le soir. Il ne revint pas. Inquiets, ils interrogèrent les voisins. « Pouvez-vous nous décrire ce Yoka ?» La famille décrivit, grand, noir, calme, un regard doux. Le visage d'un vieil homme pâli. Cela ressemble à Yoka. Mais celui que nous connaissions est mort il y a bien des années. Poussés par une peur, les villageois se dirigèrent vers la maison de Yoka. Sa porte était verrouillée. Personne ne l'avait vu. Personne n'avait vu ses enfants. Craignant quelque chose de surnaturel, ils forcèrent la porte. À l'intérieur, vide. Aucune trace de lui. Pas de plantes. Rien. Comme s'il n'avait jamais vécu là. « Il est parti », murmura quelqu'un. La famille retourna dans leur village, portant avec elle une histoire chargée de mystères et de craintes. En arrivant au palais du chef pour raconter les événements, ils trouvèrent Sika déjà là, assise avec des anciens, parlant d'un fait étrange venu tout juste de se produire. Lorsque la famille raconta ce qu'elle avait vu, le chef se pencha lentement en arrière, hochant la tête avec gravité. L'esprit de Yoka a ramené ses enfants chez eux. Son œuvre, de ce côté, est accomplie. Les yeux de Sika se remplirent de larmes, non pas de chagrin, mais d'apaisement. Les anciens décidèrent, ce soir-là, que les enfants ne sauraient jamais toute la vérité. Leur cœur était encore pur, et désormais leur chemin serait guidé par Sika. Des rituels furent accomplis. À partir de ce jour, Sika éleva Banza et Moka comme ses propres enfants. Elle leur raconta l'histoire d'un homme nommé Yoka, non pas comme un fantôme, mais comme un homme immense, qui avait vécu, guéri et aimé profondément. Le temps passa. Les jumeaux grandirent, en sagesse, en force et dans une aura de mystère. Même à l'adolescence, leurs mains faisaient des merveilles. Ils soignaient les malades avec des herbes que leur père utilisait autrefois. Mais une nuit tranquille, les jumeaux firent le même rêve. Dans ce rêve, leur père se tenait au bord d'une rivière. Il leur sourit doucement et dit « Mes enfants, votre mère pleure encore. Je suis en paix, mais je ne peux reposer tant qu'elle est seule. Dites-lui de se remarier. Je veux seulement qu'elle soit entière à nouveau. » Au réveil, les jumeaux coururent vers Sika et lui racontèrent ce qu'ils avaient vu. Elle pleura, elle résista. « Comment oublier un homme comme votre père ?» Mais le rêve resta en elle, jour après jour, et peu à peu, son cœur s'adoucit. 6 mois plus tard, Sika épousa un modeste fermier de cacao, doux, respectueux, qu'il admirait en silence depuis des années. La cérémonie fut simple, mais remplie de rires, de musique et de joie. 2 ans plus tard, alors que nul n'y croyait possible à son âge, Sika tomba enceinte. Lorsque la sage-femme annonça la nouvelle, les gens restèrent bouche bée. Et lorsque l'enfant naquit, même les anciens furent sans voix. C'était une fille, rayonnante. Ils l'appelèrent Tafiba. L'amour véritable transcende la mort, le temps et la douleur. Il peut survivre aux épreuves, renaître sous d'autres formes et guérir ce que même la science ou la raison ne peuvent expliquer. Peut-être que cette histoire te semble étrange, surtout si tu ne crois qu'en ce que tu peux toucher. Alors, après avoir regardé cette histoire,
Dis-moi, crois-tu à l'existence des fantômes? Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oublie pas de laisser un j'aime et de t'abonner. À la prochaine pour une nouvelle histoire.